Pile-poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, peut-on encore être galant avec Jennifer Tamas? Il était une fois un pays où l'on se conduisait galamment. Les hommes tenaient la porte aux jeunes femmes qui acceptaient de bonne grâce les invitations à dîner sans que rien ne ternît le plaisir de converser. En ce temps béni, l'homme proposait et la femme disposait, jusqu'au jour où la révolution sexuelle, puis les néo-féministes ont transformé les sentiments amoureux en civilisation contractuelle. On ne pourrait aujourd'hui plus rien dire, ni plus rien faire, ni se draguer, ni même faire un compliment. Bonjour Jennifer Tamas. Bonjour Marc. Alors Jennifer, je viens de lire le tout début de votre petit livre, très intéressant, très dense. On va en reparler longuement. Peut-on encore être galant aux éditions du Seuil? Jennifer, vous êtes agrégée de lettres et vous enseignez aux États-Unis à l'université de Rogers, et vous avez publié récemment Le silence trahi, Racine ou la déclaration tragique. Vous êtes une spécialiste du XVIIe, XVIIIe siècle? XVIIe siècle surtout, XVIIIe siècle, qui est paru chez Drose en 2018. Et au nom des femmes libérées, au nom des femmes, le nom c'est N-O-N, libérer nos classiques du regard masculin, c'était au Seuil en 2023. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de galanterie. Alors, il était un temps, effectivement, Jennifer, où on pouvait ouvrir la porte aux femmes, s'effacer, leur faire, disons, des remarques agréables, où on pouvait les inviter à dîner. Est-ce qu'on peut être encore galant de nos jours? Est-ce qu'on a encore le droit d'être galant? Alors, 2 éléments de réponse. La première chose, c'est que le tout début de mon texte est un petit peu ironique quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. C'est un peu... en fait, quand je l'ai écrit, je pensais au début de La Princesse de Clèves de Lafayette, ce royaume extraordinaire, d'une galanterie incroyable, avec des hommes et des femmes très, très beaux. Ce roman du XVIIe siècle. Voilà, La Princesse de Clèves, écrit par Lafayette au XVIIe. Donc, tout le monde est très beau, très gentil, très galant. Et après, on nous raconte des histoires de viol, d'inceste, de guerre, de massacre. Donc, l'idée, c'est premièrement, mettre un peu à plat cette notion de galanterie. Et est-ce qu'on peut être galant aujourd'hui? Justement, c'est tout le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par l'adjectif galant? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il était à l'origine? Et ce que j'essaye de faire dans ce tout petit livre, qui est vraiment pas très gros, et en plus, c'est un sujet quand même... Ah oui, ça se lit très vite, mais quand même... Et il y a beaucoup d'idées qui sont condensées, c'est du dense. C'est dense, mais c'est parce que c'est un sujet qui est très, très travaillé dans ma spécialité. Donc, beaucoup de chercheurs ont publié des études importantes sur ce sujet. Il y a beaucoup de débats scientifiques, mais aussi, c'est un sujet qui est polémique actuellement, parce que, justement, je crois qu'on n'est pas très d'accord sur ce que veut dire la galanterie. Et en tout cas, on ne parle pas de la même chose. Ouais. Donc, alors, justement, essayons d'éclaircir ce concept de galanterie qui est finalement pas si simple. Alors, quelle est l'origine de la galanterie? Alors, je prétends pas savoir exactement quelle est l'origine. Disons que c'est un processus de civilisation qui se met en place en réaction à plusieurs phénomènes.
notamment des phénomènes de violence, que ce soit des guerres de religion. Je pense par exemple... On est au XVIe, XVIIe siècle. C'est ça. À la fin du XVIe siècle, il y a un événement très traumatique dans la France, c'est la Saint-Barthélemy, où vous avez des Français qui tuent des Français, donc chrétiens, entre catholiques et protestants. Donc ce massacre-là qui conduit ensuite Henri IV, le roi, à prescrire pour que les gens puissent vivre ensemble et ne considèrent pas que les enfants soient responsables du crime de leurs parents et qu'ils puissent refaire communauté. Henri IV prescrit un droit, même un devoir d'oubli. Le devoir d'oublier le passé pour vivre ensemble et construire le futur. Et donc ça, si vous voulez, cet événement traumatique, c'est une des raisons, conduit par exemple à changer la scène théâtrale. C'est-à-dire que quand on regarde les traités théâtraux de l'époque, vous avez plusieurs théoriciens qui vont dire on ne peut plus montrer tout et n'importe quoi au théâtre, c'est-à-dire notamment des crimes sexuels, donc des viols, des assassinats, des suicides sur scène. Donc on va réformer le théâtre, on va essayer de purger la scène de ces horreurs. Et donc, si on veut parler effectivement de mort, etc., puisque en fait c'est ça, la tragédie, c'est le retour des fantômes, des morts, puisqu'il faut oublier le passé, mais on ne peut pas oublier le passé comme ça. Donc forcément, à ce moment-là, on va trouver des moyens de raconter autrement. Et les crimes vont avoir lieu hors scène. C'est le début du théâtre classique? C'est ce qu'on va appeler le théâtre classique, mais souvent, il y a une sorte de malentendu sur ce que veut dire classique. Classique, ça veut juste dire que c'est enseigné dans les classes, et c'est une terminologie qui va apparaître au 19e siècle, 20e siècle, quand on va démocratiser le savoir. Mais en fait, au 17e siècle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez cette violence qui est dans la chambre à coucher, puisque les soirs de nuit de noces sont souvent des viols, qui est dans les guerres de religion, qui est dans les duels. Pour un rien, on se convoque en duel. Je vous rappelle le Cid de Corneille, on montre très bien ça. Et donc, les rois successifs vont interdire les duels, vont rejeter cette violence. Et donc, qu'est-ce que c'est que le classicisme, le théâtre classique? C'est en gros comment purger cette violence, mais ça ne se fait pas sans heurts, parce qu'évidemment, on le voit bien encore aujourd'hui, la violence, c'est dramatique. C'est là où on peut créer de l'empathie. On a envie de voir la violence pour purger les passions. Donc, c'est cette tradition aristotélicienne que si on voit des crimes, ça nous purge de nos propres crimes. C'est un peu un raccourci en réalité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, il y a des théoriciens comme Guillaume Navot qui ont revu les traditions d'Aristote. Mais en gros, l'idée, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on fait de la violence? Comment on va vivre ensemble? Comment on va faire société? Et donc, l'émergence de la galanterie vient aussi de Louis XIV qui va vouloir pacifier les mœurs, amener à la cour les grands seigneurs féodaux, ce qu'on appelle un phénomène de curialisation de la cour, et instaurer des manières polies sous l'influence des femmes. Alors, est-ce que la galanterie, c'est un des outils, si je puis dire, ou d'adoucissement des mœurs, d'adoucissement de la société, d'une certaine façon, par la femme ou par la relation à la femme? En fait, ce qui est très important, à mon avis, c'est de souligner à quel point la galanterie instaure un rapport de mixité. Ce qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire quand vous lisez les traités de civilité, et même les traités théâtraux, par exemple, l'abbé de Bignac explique qu'une femme n'a pas le droit de dire son amour, de déclarer son amour. Bon, évidemment, parce que si on déclare, on devient impudique. Mais c'est plus que ça. Elle n'a pas le droit non plus d'écouter l'amour. Parce que si on écoute l'amour, si on favorise des entretiens amoureux, à ce moment-là, on risque sa réputation. Et donc la galanterie, finalement, c'est une sorte de contre-pouvoir, puisque aux femmes est prescrit le silence en société, le silence sur la scène théâtrale. On voit bien comment les femmes sont toujours accompagnées de confidentes, et on voit bien comment Phèdre est indécente quand elle dit « j'aime », etc. C'est vraiment une parole d'agression de l'autre, d'Hippolyte en l'occurrence, qui reste pétrifié par cette parole amoureuse. Et donc, du coup, la galanterie, c'est on va créer des conversations pas seulement amoureuses, mais vraiment de philosophiques, donc aussi de casuistique, c'est-à-dire on va réfléchir à ce que ça veut dire que de vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire que le mariage, est-ce que le coup de foudre est favorable à l'amour dans la durée? Il y a plusieurs... Mais est-ce que ce sont les femmes qui ont initié la galanterie, ou est-ce que ce sont les hommes? Eh bien, c'est un mélange des deux, parce que si vous voulez...
une des femmes qui est très importante pour penser la galanterie, c'est Madeleine de Scudéry. Mais Madeleine de Scudéry, elle ne vient pas de nulle part. Romancière, donc. Romancière, du tout à XVIIe fait. siècle. Qui refusa toute sa vie de se marier et qui écrivit des romans qui furent pour l'époque des best-sellers. Des best-sellers au sens où c'était des romans de milliers de pages, mais qui ont influencé Racine, Molière et tant d'autres. Mais elle ne vient pas de nulle part. Avant, il y avait Honoré d'Urfé. Donc, c'est ça, si vous voulez, c'est un champ de bataille, la galanterie. C'est-à-dire que d'abord, ça se traduit évidemment dans les manières. C'est un nouveau mode de vie qui s'instaure. Vous avez un chercheur comme Mathieu Dupas qui l'explique très bien. Mais c'est aussi un art d'aimer. Et quand je dis art d'aimer, c'est un art de converser et de parler qui mime cet art de vie. Donc il y a une porosité, si vous voulez, entre les bonnes manières, les politesses qu'on instaure. Ça, c'est aussi un progrès, une nouveauté. Par exemple, Norbert Elias racontait que les grands seigneurs, quand ils étaient à table, s'ils avaient envie de se moucher, ils se mouchaient dans la nappe. Vous voyez ? Donc tout à coup, on va civiliser les mœurs. Et les femmes vont avoir un rôle important en s'immisçant dans la littérature, dans l'écriture, en repensant les liens amoureux tels qu'ils étaient décrits autrefois par l'amour courtois ou ensuite les romans bucoliques qu'on reprend aux anciens grecs et latins. Une question, Jennifer, à cette époque, avant d'arriver à l'époque actuelle, mais encore sur cette époque 17e, 18e siècle, est-ce que ce n'était pas un vernis que se donnait la société? Parce que finalement, derrière tout ça, la femme restait sujet de violence, de mariage forcé, de viol, etc. Donc, c'est pas une transformation en profondeur de la société à cette époque. Alors, ou peut-être que si, je ne sais pas. Vous dites deux choses très intéressantes et permettez-moi de les distinguer. Donc, est-ce que c'est un vernis? C'est une vraie question, en fait. Et justement, c'est une question qu'on peut se poser actuellement. À quoi ça sert de tenir les portes, etc. En fait, cette politesse-là, ça peut être un vernis si ça s'arrête là. C'est-à-dire que si dans le but, c'est de tenir une porte ou de payer une addition, ou autrefois, juste avoir des manières polies, tirer une chaise, etc., c'est juste un début, mais ça ne suffit pas. Parce que la vraie politesse, c'est de considérer l'autre comme une interlocutrice valable. C'est-à-dire de prendre en compte son point de vue, son esprit, de valoriser sa pensée, de s'effacer. Mais l'idée que la galanterie est une forme de vernis superficiel, c'est une idée qui va vraiment perdurer. Par exemple, on peut en avoir des traces quand on lit Le Misanthrope de Molière. Alceste, c'est un personnage qui refuse la galanterie, qui dit mais finalement c'est superficiel, on est sans arrêt des menteurs. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie, moi je préfère la vérité nue. Sauf que la vérité nue, ça consiste à être hyper agressif avec tout le monde, à n'avoir aucun filtre, à laisser passer ses pulsions, sa mauvaise humeur. Et aussi, c'est une forme de violence. Et ensuite, c'est repris par Rousseau qui dit oui, la galanterie, il y a cette superficialité qui va devenir essentielle pour les romantiques. Et les romantiques vont dire non, il n'y a qu'une vraie façon authentique d'être soi, c'est le moi, c'est pas ce vernis. Donc la question du vernis, elle est très importante. L'autre question, c'est celle de la transformation. Est-ce que ça transforme vraiment les mœurs? Est-ce que ça change le statut des femmes? Eh bien, ça, c'est une vraie question aussi parce que finalement, la galanterie, il faut vraiment la penser comme un contre-pouvoir. Et ce n'est pas évident. Il faut voir qu'elle a une dimension politique, justement à un moment où les mariages étaient arrangés, où les femmes n'avaient pas leur mot à dire, où on leur prescrivait le silence. Tout à coup, elles deviennent des interlocutrices, elles tiennent salon, on dit ça. Tenir salon, c'est pas quelque chose qu'on disait au XVIIe siècle, mais en gros, elles recevaient des compagnies d'amis et amis, IES, où ça, on voit ça dans Molière. Hein. Voilà, on voit ça dans Molière, on voit ça dans Scudéry, on voit ça un peu partout, où en fait, elles deviennent actrices de la vie mondaine. Elles ont un rôle dans la société, elles reçoivent des académiciens chez elles, elles ont un rôle aussi dans le royaume des lettres. Elles se font publier, elles se font lire, elles influencent. Et qu'est-ce qu'on voit dans leurs romans? Et c'est là que la galanterie est subversive. On voit des femmes qui dénoncent le mariage, qui disent que le mariage est un esclavage. On voit des femmes qui repensent la question
vraiment du consentement sexuel, hein, en ces termes. Si vous allez lire les contes de fées de Madame d'Aulnoy, par exemple, il y en a une mise en scène en ce moment au théâtre de l'Essaillon qui s'appelle La Belle aux cheveux d'or. Il n'est question que de consentement, de subterfuge, de refus euh, et de mariage forcé. Donc, ça va permettre, si vous voulez, de repenser tous les modèles patriarcaux qui sont en vigueur pour les critiquer. Alors, Jennifer Tamas, je rappelle le titre de votre livre, hein, Peut-on encore être galant, aux éditions du Seuil. Vous avez apporté avec vous votre Racine, Oui, ben, que vous avez lu. Alors, ouais, hein, euh, c'est un exemplaire de la Pléiade. Je ne sais pas si la caméra, vous pouvez le montrer à la caméra, mais c'est un exemplaire qui a vécu une Pléiade. Alors là, vous l'avez lu, relu, vous connaissez bien votre Racine par cœur. Il y a certains passages que vous vouliez nous lire ou un passage ou deux, ou, comme vous voulez, qui sont peut-être signifiants de cette galanterie au XVIIe siècle. En fait, j'avais apporté Racine juste au cas où, parce que souvent on dit que Racine est un poète galant. Et on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, puisqu'en fait, quand on regarde un peu la critique racinienne, on voit que Racine est l'objet de jugements parfois contradictoires. On va dire oui, c'est le poète de la passion. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Phèdre déclare son amour à Hippolyte. Hein. J'aime, ne crois pas qu'au moment que je t'aime, ignorante, à mes yeux, je m'approuve moi-même. Donc, elle dit j'aime et ensuite elle se corrige en je t'aime. Donc, il y a une sorte de retenue qui est tout de suite contrecarrée par une figure qui s'appelle l'épanorthos, c'est-à-dire on se corrige soi-même. Et en fait, c'est une parole de violence inouïe, puisqu'on dit aux femmes, vous ne devez pas écouter l'amour, vous ne devez pas dire l'amour, etc. Vous devez être dans la retenue. Donc, il y a vraiment Racine comme poète des passions destructrices. Hein. Et par opposition, encore dans Racine, on le voit aussi comme un poète galant, c'est-à-dire, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que la galanterie, finalement, c'est une forme de retenue extrême, de maîtrise des passions, d'intellectualisation du sentiment. C'est-à-dire que on est tous traversés par des préjugés, des forces, de la violence. Et c'est très facile, en fait, de laisser libre cours à notre violence. Et donc, la galanterie, c'est vraiment une façon de se faire violence à soi-même pour faire plaisir à l'autre et ne pas le déstabiliser, lui apporter de l'inconfort. Et donc, on trouve chez Racine aussi des personnages galants qui souvent paraissent un peu secondaires. Donc, par exemple, vous avez dans Phèdre encore, donc ce grand personnage démesuré qu'est Phèdre, mais vous avez, par contraste, Aricie, que Hippolyte aime de tout son cœur, mais c'est la première fois qu'il doit dire je t'aime à quelqu'un et il ne sait pas comment faire. Donc ça aussi, c'est une des questions galantes qui sont débattues à l'époque. Premièrement, comment je peux savoir que j'éprouve de l'amour si c'est la première fois que je l'éprouve? Deuxièmement, comment le dire? Comment dire je t'aime sans employer l'expression je t'aime, parce que tout le monde dit je t'aime, donc ça va peut-être affaiblir mon sentiment si je dis quelque chose d'aussi banal. Et troisièmement, si j'aime une princesse étrangère, qu'elle vient d'un autre pays, comment on aime dans son pays, comment faire dire cet amour pour l'agréer, lui faire plaisir, sans l'offusquer, etc. Et donc, il y a toute une déclaration d'amour d'Hippolyte que je trouve magnifique, parce qu'il lui dit « Songez, madame, que je vous parle une langue étrangère et que je suis comme un barbare, etc. » Et finalement, il lui dit, et il attend sa réponse, parce que c'est ça. Quand on dit l'amour, c'est pour dire, mais c'est aussi... Enfin, ce qui est très beau dans la déclaration d'amour, c'est qu'en fait, derrière cette affirmation, il y a une question. Donc, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman qui est très belle à ce sujet. Et donc, il attend la réponse d'Aricie, parce qu'en fait, il veut savoir si elle l'aime. Et il lui dit, je t'aime. Enfin, il lui dit pas justement je t'aime, il passe par tout un détour. Et il lui offre aussi un empire. Et elle lui répond, partez, prince, et suivez vos généreux desseins. Rendez de mon pouvoir Athènes tributaire. Donc, elle accepte Athènes. J'accepte tous les dons que vous me voulez. J'accepte tous les dons que vous me voulez faire. Mais cet empire, enfin, si grand, si glorieux, n'est pas de vos présents le plus cher à mes yeux.
Et c'est ça la galanterie. Cet empire enfin si grand, si glorieux n'est pas de vos présents le plus cher à mes C'est-à-dire, yeux. c'est un art de dire les choses, des choses fortes, de façon détournée, de façon négative, d'une certaine façon, de façon elliptique. Alors là, Comment on pourrait... Ouais, c'est vous ça. avez raison, c'est une forme de litote, c'est-à-dire au lieu de dire j'accepte ton amour et donc ça veut dire Ouais, je le valide, je t'aime aussi. ouais, Il y a une très très forte pudeur ouais. qui empêche de dire l'amour. Et donc c'est pour ça que Molière va dire ah les précieuses ridicules. C'est une façon très précieuse, mais précieuse c'est une insulte. Donc moi j'aime pas ce mot, mais c'est une façon très originale en fait d'accepter le don d'amour. Et donc elle va dire bah merci pour cet empire, mais ce n'est pas le don le plus précieux. Ouais. Donc c'est comme quand Très beau, Chimène, très beau. Ouais. c'est magnifique, mais en fait c'est partout et c'est pour ça que on ne voit pas l'influence de la production galante féminine parce que finalement, on va dire, il y a les galants, il y a la galanterie qui émane des hommes, et puis il y a la préciosité ampoulée, ridicule qui émane des femmes. Et on va faire un différentiel de genre entre galanterie et préciosité. Et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, ce qu'on a appelé les précieuses, c'est vraiment une insulte. En réalité, c'est des femmes, et quand on lit Scudéry emploie tout le temps le mot de galante, galanterie, etc. C'est une façon de rentrer d'avoir son mot à dire dans cette production Mais littéraire. parce qu'on les a caricaturés. On les a c'est précieux. caricaturés, mais en fait, leur influence est essentielle. Ouais. Et c'est des motifs qui sont aussi bien travaillés par les hommes que par les femmes et qui se font écho de texte à texte. Par exemple, chez Corneille, quand Rodrigue vient de tuer le père de Chimène, alors qu'ils devaient s'épouser tous deux et qu'il se présente à elle et qu'il pense que elle va le chasser puisqu'ils ne peuvent plus se marier, il lui dit mais est-ce que tu m'aimes encore? Elle ne peut pas lui dire bah oui je t'aime, elle peut pas, enfin c'est totalement fou et impudique et d'ailleurs Corneille va être censuré pour ça, accusé etc. Elle va juste lui dire va, je ne te hais point. Oui, c'est ça. Et donc C'est ça la veut litote, dire en fait. c'est une forme de ouais. litote, mais ce qui est très beau dans va, je ne te hais point, c'est qu'elle le gracie quelque part. Ouais. Elle lui laisse la liberté. Ouais. Alors, Jennifer Tamas, donc on voit bien cette naissance de la galanterie au tournant du XVIe, XVIIe siècle. Alors, depuis cette époque, XVIIIe, XIXe, XXe, régulièrement, la galanterie est accusée d'être le signe de la féminisation de la société. C'est-à-dire que, voilà, un homme, ça ne doit pas être galant. Un homme, c'est un homme. Ça doit être... je sais pas, ça peut être brutal, ça doit être... Et on voit ça, même par exemple dans Rousseau, ça vous le dit très bien, que ce signe d'une société qui se féminise, et même à notre époque, beaucoup de gens disent, bah, attendez, mais signe de l'efféminisation de la société. Mais alors c'est très saisissant parce qu'en fait, Rousseau, il nous aide beaucoup, beaucoup à penser la galanterie et le théâtre et le rôle que les femmes jouèrent dans la société du XVIIe. Parce qu'en fait, il est pétri de paradoxes, Rousseau. Et par exemple, il adore Racine et en même temps, il supporte pas. Il supporte pas ce qu'il appelle ces héros efféminés. C'est vraiment le mot qu'emploie Rousseau. Et il dit, mais tout à coup, et donc ça, c'est vraiment l'influence des femmes et de Scudéry, il dit, mais tout à coup, le XVIIe siècle devient un siècle avec un théâtre empli de tendresse. Il y a de la tendresse partout. Les hommes sont efféminés. Je ne supporte pas. Et donc là, je peux juste vous lire Hippolyte. Justement, Hippolyte, quand il va voir Aricie pour lui déclarer son amour, il va lui dire « Maintenant, je me cherche et ne me trouve plus. Mon arc, mes javelots, mon char, tout m'importune. » Donc tout ce qui faisait sa virilité, c'était un chasseur qui était dans les bois, etc., qui chassait. Il ne se reconnaît plus. Il y a cette espèce de perte d'identité et de valeur et de virilité. Et donc, c'est ça la galanterie, en fait, ce que dit Rousseau. C'est que finalement, à force de vouloir faire plaisir et de laisser à la porte la virilité, les armes, le javelot, et de laisser à la porte les duels aussi, puisque les rois vont interdire à multiples reprises les duels, ce qui prouve que c'est une interdiction qui met du temps à être efficace. Il va y avoir du trouble dans le genre. Et donc la galanterie va exposer quelque part la fragilité de la virilité.
Et donc Rousseau dit, mais La c'est femme est désarmante, en fait. ça, exactement. J'adore la métaphore que vous employez. La femme est désarmante. Et Rousseau le comprend très bien parce qu'en plus, il n'arrête pas de dire « je suis citoyen de Genève ». Donc je viens en France avec un regard étranger. Je pose sur la France ce regard du citoyen de Genève. Et je trouve qu'en France, il y a quand même un sacré problème. C'est que les femmes ont beaucoup, beaucoup trop d'influence. Et que si on veut instaurer un théâtre à Genève, il va falloir quand même séparer les sexes. Parce qu'en France, les femmes font des dîners, reçoivent, ont énormément d'influence. Les hommes sont dévirilisés, perdent leur manière, veulent trop agréer aux femmes, et les femmes ont trop d'influence, donc il faut séparer les sexes. Et donc cette idée que la galanterie est fémine, c'est vraiment quelque chose qu'on perd aujourd'hui quand, par exemple, certains discours féministes disent « Ah, mais la galanterie, c'est hyper viriliste ». En fait, ce qu'on oublie, c'est que dans l'imaginaire du XVIIe siècle, si vous écoutez les Indes galantes de Rameau, par exemple, si vous allez regarder les tableaux de Watteau ou si vous lisez une pièce de Racine, vous voyez qu'il y a une forme de sensibilité nouvelle qui émerge et qui va façonner ce qu'on appelle l'honnête homme. C'est-à-dire par opposition au chevalier de l'amour courtois qui brandissait ses armes, son armure, ses combats singuliers. L'honnête homme au XVIIe siècle va avoir un air galant, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus spirituel en réalité, où la virilité devient superflue. Ouais. Là, et justement, vous parliez de Rousseau qui jetait un regard extérieur un petit peu sur la société française. Est-ce que la virilité, est-ce que la galanterie est un phénomène ou est une création vraiment française? Est-ce que c'est particulièrement français ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres cultures? Alors, en réalité, la France du XVIIe siècle, elle est très cosmopolite. C'est-à-dire que, par exemple, la mère de Louis XIV est espagnole, c'est Anne d'Autriche. Une des amantes de Louis XIV qui a eu énormément d'influence sur la politique culturelle, c'est Marie Mancini, elle est italienne. Oui, parce qu'il y a une galanterie en Italie. C'est ça. Il y a une galanterie en Allemagne, une galanterie en Angleterre. Surtout, je dirais, en Espagne, en Italie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France va utiliser cette galanterie, va cultiver cette exceptionnalité française comme une façon d'importer aussi des modèles, d'exporter des modèles. Ça va faire partie de sa séduction, si vous voulez, y compris dans des phénomènes de colonisation. Ce qu'on voit par exemple dans les Indes galantes. Dans les Indes galantes, de Rameau, c'est des rencontres avec des nations étrangères, même si Rameau va vouloir prendre la place des sauvages, je dis entre guillemets, parce que vous avez l'ère des sauvages qui est magnifique, et qui va dire finalement, il va prendre parti pour la nature. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que, par exemple, Madame d'Aulnoy, quand elle va aller en Espagne, elle va écrire une relation espagnole comme une sorte d'ambassadrice en Espagne. Elle n'a pas le rôle d'ambassadrice, mais elle se l'octroie. Elle va dire finalement, il y a un art d'aimer espagnol, on a l'impression que c'est la passion dans tout son éclat. Finalement, la passion française paraît beaucoup plus fade à cause de cette jalousie extrême espagnole, etc. Donc, si vous voulez, c'est des modèles culturels qui vont être perméables. D'ailleurs, on voit bien dans les lettres persanes de Montesquieu, on voit bien comment il met en scène des Persans qui disent c'est français, ils ont une façon de traiter les femmes, enfin de respecter les femmes ils sont complètement à côté de la plaque. On se demande, ils savent pas en fait. C'est ça. Mais en même temps, donc c'est un peu plus tard quand même les lettres persanes, mais disons qu'il y a une espèce de fascination et de porosité des modèles. Il y a une énorme influence de l'Italie, ne serait-ce que parce que Lully vient en France, etc. Donc, c'est des modèles qui se cultivent. Mais là où il y a quelque chose quand même de particulier en France, c'est vraiment, quand vous regardez la production romanesque française du XVIIe siècle, on s'aperçoit que celles qui publient le plus de romans, ce sont des femmes. Ouais. Et donc ça, c'est Nathalie Grande qui le montre. Ce qui est le cas aussi à notre époque. Ah, ça, je ne savais pas. Ah oui, bien sûr. Ah bah d'accord, oui. D'accord. Mais parce qu'aujourd'hui, le roman... Peut-être pour d'autres raisons. Mais en fait, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, le genre noble, ça va être le théâtre.
Et donc, mais en fait, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que les femmes aussi vont écrire des pièces de théâtre et que la galanterie, c'est finalement une façon de se situer dans le champ littéraire et de comprendre, enfin, quand on la regarde de près, les rapports de rivalité et de pouvoir au sein de la sphère littéraire, ce qu'on appelle la République des lettres, c'est-à-dire les auteurs et les autrices vont essayer de rivaliser, de se répondre de texte à texte et de penser des notions amoureuses ou des rapports de civilité. Alors, Jennifer Tamas, on a bien vu l'origine de la galanterie. Maintenant, venons un petit peu à notre époque. On est des héritiers de cette culture galante. Euh, vous avez dit quelque chose au début de notre entretien qui m'a surpris. Vous avez dit la galanterie, c'est quelque chose de très polémique. Moi, on m'a toujours appris, je suis peut-être un peu vieux, mais on m'a toujours appris que la galanterie, c'était le respect des femmes. Bon, voilà, c'est-à-dire, on se lève quand, dans le métro, on ouvre la porte, etc. Bon, c'est le respect des femmes. Qu'est-ce qu'il y a de polémique là-dedans? Mais parce que le respect qui consiste, encore une fois, à se lever, à céder sa place, etc., c'est des bonnes manières pour moi. Ce n'est pas suffisant si, en fait, à la fin de la journée, la femme gagne moins d'argent, elle n'a aucun pouvoir dans le couple, c'est elle qui garde les enfants, elle ne peut pas sortir le soir, l'homme part en voyage et lui laisse toute la charge mentale. En fait, vous voyez, ces formes Ça a des clichés qui datent peut-être un peu quand même. Hein. Oui, mais de même que le respect dans cette forme dans laquelle on a élevé certains garçons pouvait être très respectueux formellement, mais dans le fond, le respect s'arrêtait à ces espaces formels. Et on n'allait pas au-delà. C'est-à-dire que ce qui fait du mal aux femmes dans la vie, ou ce qui fait du tort, disons, à certaines femmes, c'est pas tant de ne pas avoir de place dans le métro que de gagner moins qu'un homme ou de devoir imaginer. Oui, mais ça, c'est autre chose. Je veux dire que c'est pas. Mais en fait, non. C'est pas à cause de la galanterie. Peut-être que la galanterie est une espèce de façade qui permet derrière de maintenir des situations qui sont inégalitaires et autres. Ça, d'accord. Mais la galanterie elle-même n'est pas remise. On peut lui reprocher d'être insuffisante ou d'être. Mais en quoi peut-elle être attaquée par le féminisme, pour dire les choses deux choses. clairement? Moi, je distinguerais galanterie et respect, de même que je distinguerais galanterie et politesse. Pourquoi? Parce que dans respect, vous voyez, les marques de respect dont vous parliez, celles qu'on vous a apprises peut-être quand vous étiez un jeune homme ou même un petit garçon, finalement, le mot respect est lui-même ambigu parce que oui, on respecte, mais il y a aussi l'expression tenir en respect. Tenir en respect, c'est aussi maîtriser, dominer. Donc, dans la notion de respect, il y a aussi la notion d'autorité, etc. La galanterie, justement, pour moi, enfin, et pas pour moi, mais au XVIIe siècle, tel que les hommes et les femmes le pensèrent, ça ne s'arrête pas à des marques de politesse. Parce que c'est l'idée de faire de la place à l'esprit de l'autre. Donc, en gros, quand les féministes ou certaines féministes disent « je n'ai pas envie d'être respectée par une galanterie qui consiste à me tenir la porte ou me payer l'addition ». Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir moi aussi payer l'addition et de ne pas exposer ma fragilité. Je ne suis pas une femme fragile. En fait, c'est ça, c'est en rester à l'idée que la femme est fragile et qu'on doit, du coup, la valoriser par des marques d'attention. En fait, ces marques d'attention, pour moi, elles ne sont pas problématiques si c'est de la politesse. Mais, encore une fois, à condition que la politesse, la vraie politesse, c'est de faire place à l'esprit de l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Mais quand vous dites, quand vous assimilez la galanterie à une marque de fragilité de la femme. C'est pas moi qui le fais. Oui, enfin, certaines féministes, vous voyez bien que c'est une interprétation qu'elle a faite. C'est-à-dire que c'est le ressenti d'une femme qui se dit, il fait ça parce que il sent bien que je suis fragile, que je suis pas à son niveau, etc. Il y a derrière tout un raisonnement
qui n'est pas forcément celui de l'homme qui exprime ça ou qui dit un compliment. Par exemple, vous dites un compliment à une femme, ah, vous avez changé de coiffure, ça vous va bien, etc. C'est pas forcément qu'on a envie de l'inviter à dîner et de la sauter le soir. Enfin, c'est Je vois totalement. ce que vous Est-ce voulez qu'il n'y a dire. pas quelque chose de l'ordre de l'hypertrophie de l'interprétation dans ce combat contre la galanterie? Alors, je pense que ce dont vous parlez, c'est exactement ce qu'on appelle un biais cognitif. Le biais cognitif, c'est-à-dire qu'on va hériter de sortes de legs culturels qu'on va interpréter d'une mauvaise façon. Mais si certaines femmes interprètent de mauvaise façon des gestes qui, a priori, sont bienveillants, c'est pas qu'elles sont folles, c'est qu'en fait, il y a toute une galanterie superficielle qui a été instrumentalisée par certains types d'hommes dans certaines affaires, pour ne pas citer l'affaire Strauss-Kahn, mais qui ont instrumentalisé cette On va dire galanterie. que ce soit Non, mais c'est que très ce soit intéressant. comporté Non, avec mais ce qui est galanterie. très intéressant, c'est que ces avocats, quand vous regardez un peu les plaidoiries, etc., ont invoqué le différentiel culturel et une galanterie à la française qui n'avait pas été perçue. Donc, à partir d'un moment où vous avez un locuteur et une interlocutrice, ou une locutrice et un interlocuteur, à partir du moment où vous avez deux personnes dans une interaction verbale, vous avez des possibilité de mal comprendre, de mal interpréter, puisque chacun interprète en fonction de son bagage culturel, interprète aussi en fonction d'un legs. Et donc la galanterie, en fait, c'est ça que je montre un tout petit peu dans le livre, c'est qu'elle a été instrumentalisée très vite par des hommes pour favoriser des rapports sexuels, et le libertinage y joue un énorme rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes sortent du silence, qu'elles sont accessibles, qu'on peut parler d'amour, qu'on peut même parler de sexe avec elles, qu'on peut les faire rire. Vous connaissez le proverbe, hein, femme qui rit à moitié dans son lit. C'est en fait Scudéry va l'analyser, ce proverbe, avec un personnage qui s'appelle Plotine et qui rit tout le temps et qui va dire mais moi je ris, mais en fait je me marierai jamais avec personne. En fait, à partir du moment où les femmes sont plus accessibles, qu'on peut parler, qu'on peut les faire rire, il va y avoir cette instrumentalisation de la galanterie, où derrière, les hommes vont avoir un agenda. Et vous voyez bien que dans le dating à l'américaine, offrir un café, ça vient avant d'offrir un dîner, ça vient avant. Il y a toute une espèce de code et de carte du dating, qui n'est non pas la carte de tendre de Scudéry, mais qui est une façon de... Chaque geste signifie tacitement l'accord d'un geste plus intime. Donc, quand certaines femmes se méfient, en fait, c'est en fait, ce n'est pas juste leur histoire particulière, c'est qu'il y a tout un réseau de signifiants et de legs à partir desquels elles se situent. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que vous dites, mais dans le dating, là, vous faites référence à une situation qui est parfaitement connue des deux côtés, qui est codée. Il y a une espèce de contrat, puisque les gens qui prennent rendez-vous, c'est qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un pour qu'ils le connaissent ou des qu'ils tas de le raisons, connaissent pas. de sortir de la solitude ou pour rencontrer quelqu'un ou pour avoir quelque chose de nouveau dans leur vie. Donc, qui est un code pour la montée vers l'amour, pour la montée vers le sexe, etc. Ça me paraît normal. Pour moi, la galanterie, c'est autre chose. C'est dans des situations qui ne sont pas des situations de rencontre avec un but. C'est-à-dire qu'on voit une personne qu'on ne connaît pas, une femme qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra jamais de sa vie, on s'efface devant elle, ou alors on a un petit sourire, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. En quoi ça peut être polémique? C'est ça, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but derrière ça. Honnêtement, je pense que l'homme qui s'efface, qui est gracieux, c'est le principe de la galanterie. La galanterie, c'est de faire plaisir à l'autre sans ostentation et sans attendre quoi que ce soit en retour, mais juste pour que les échanges soient agréables. Un homme qui sourit ou qui s'efface, je ne pense pas que ce soit vécu comme une agression par quiconque. De même que c'est ce qui fait le lien social. C'est la même chose qui fait que spontanément, on va aider quelqu'un à traverser la rue ou aider une femme avec une poussette à gravir les escaliers dans le métro, etc. Je pense que ça, ce n'est pas du tout polémique en réalité. Là où les hommes se sentent souvent rejetés, c'est qu'ils ne savent plus comment s'aborder, qu'ils vont parfois insister, ce qui arrive encore même aujourd'hui,
et qui ne vont pas comprendre le silence ou le déni. C'est là où en fait... Oui, c'est ça. Alors, si je vous écoute, il y a une autre... Finalement, il y a une nouvelle galanterie qui devrait se mettre en place, qui est la galanterie de voilà, saisir la perception. Vous parlez du consentement dont on parle beaucoup, etc. C'est peut-être ça, la nouvelle galanterie, c'est-à-dire savoir jusqu'où on peut aller. Et tout simplement, voilà, de savoir jusqu'où on peut aller, être agréable à l'autre. Si on veut faire un compliment, parce que c'est agréable, même quand on travaille ensemble et qu'on est dans un groupe ou dans une société, etc., c'est toujours agréable de s'encourager, etc. Mais c'est vrai que souvent, les hommes qui complimentent les femmes vont faire des compliments qui portent plutôt sur leur apparence physique au lieu de complimenter leur esprit, leurs idées, leur esprit d'initiative, etc. Donc, il faut voir aussi la nature des compliments qui émergent. Et donc, je pense qu'il y a... En fait, pour moi, la galanterie, c'est vraiment... Si on pouvait essayer de développer une galanterie moderne, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ça se pose de façon totalement différente du XVIIe siècle, puisque les femmes peuvent travailler, puisque la question de la réputation, ça y est, notre réputation n'est pas compromise dès qu'on parle à quelqu'un. Mais en tout cas, c'est vraiment sur ce lien humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire la qualité des liens? Qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir bien auprès de quelqu'un? Comment ça se fait qu'on se sent mal avec certains gens qui nous vampirisent, qui puisent notre énergie, qui nous adressent des regards qui nous mettent mal à l'aise, ou au contraire, quelqu'un qui nous regarde avec énergie, intelligence, empathie, et qui va féconder notre esprit. Donc la galanterie moderne, c'est vraiment, à mon avis, une façon d'honorer les liens humains, de prendre conscience aussi de toutes les milliards d'attentions qu'à la fin de la journée, en fait, on s'en est pas rendu compte, mais il y a plein de gens qui ont fait attention à vous, qui ont eu des égards pour vous, qui vous ont offert, je sais pas, moi, plusieurs choses qui relèvent de ce qu'on appelle en France le service public, et qui n'existe pas aux États-Unis, hein, le service public. Donc, en fait, c'est recréer du lien dans une société qui devient de plus en plus individuelle, et on ne se rend pas compte, en fait, à quel point on a des privilèges. Enfin, moi, je débarque des États-Unis en France et je me dis, oh, mais c'est extraordinaire, mon fils va à l'école, sa maîtresse a prévu ci, ça, il va aller en classe nature, découverte, j'allume la radio, j'écoute 1000 émissions fascinantes, je vais chez le médecin. En France ou aux États-Unis? En France, ouais. Là, je viens d'arriver, je vais chez le médecin, même si j'ai pas de sécu, bon, je paye 30 €, je vais pas mourir d'une angine, enfin, je vais avoir des médicaments, enfin, il y a vraiment... Et ça, vous le trouvez pas aux États-Unis? Mais non, pas du tout. Aux États-Unis, c'est une société qui est très individualiste, c'est une société où tout est contractuel. Vous parliez de l'art du dating, mais moi, j'ai daté plein de gens sans le vouloir, en invitant plein de gens à prendre des cafés. Et, vous voyez, les codes culturels, les incompréhensions. C'est-à-dire que vous invitiez des gens oui. dans un souci de rencontrer, de discuter, comme ça, ouais. Et d'accord, qui sont transformés. Et j'ai été accusée de faire du double dating parce qu'il y avait un café près d'une bibliothèque où j'allais travailler. Puis quand je voyais quelqu'un, moi, j'aime pas parler à la bibliothèque. Que quand je travaille, je travaille. Quand je fais une pause, je fais une pause. Et je disais, si tu veux, on pourra prendre un café. Et puis des gens qui passent, mais tous les jours, tu dates quelqu'un de différent. Je fais, non, je prends juste un café et je discute. Mais donc, c'est pour ça, les codes... Est-ce que c'est pas opprimant, cette société où... prendre un café avec quelqu'un, c'est tout de suite soumis à des surdéterminations, des interprétations. C'était il y a 15 ans, mais c'est quand j'avais débarqué en Californie, et voilà, je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, je suis mariée, je date personne. Et c'est vrai que l'art du café aux États-Unis, c'est très bizarre parce que les gens vont beaucoup, beaucoup au café, mais avec un ordinateur. Et donc, on travaille au café. Le café, ce n'est pas un lieu de sociabilité comme en France, ou un lieu de rendez-vous tellement... C'est vraiment un lieu où on va avec son ordinateur et on travaille. Il faut revenir en France, Jennifer. Non, mais c'est drôle. C'est-à-dire que, voilà, les lieux de sociabilité, ça va peut-être être, si vous avez des enfants, voilà, une aire de jeu, par exemple, et encore, enfin, c'est difficile. Ou alors, plus des lieux de communauté, quoi. Des lieux de culte ou des lieux... Mais les gens sont quand même beaucoup, beaucoup pressés parce que c'est une société où vous n'avez pas de congé, c'est une société où vous êtes tout le temps en train de travailler. Donc, les rares moments que vous avez pour vous, à moins que ce soit des collègues, évidemment, mais vous voyez, il n'y a pas de machine à café aux États-Unis. On ne peut pas se retrouver autour d'une machine à café. Il y a une sociabilité de la machine à café en France qu'il n'y a pas du tout aux États-Unis.
Alors, Jennifer Thamas, je voudrais vous poser une question encore un peu polémique, même à la limite de la goujaterie. Mais... Allez-y. mais je le fais parce que j'aime beaucoup votre livre. Hein. Je rappelle, Peut-on être encore galant aux éditions du Seuil. Est-ce que la galanterie va dans un sens, c'est-à-dire des hommes vers les femmes. Est-ce qu'il existe une galanterie dans l'autre sens? Parce que je vais préciser ma question. L'ambiance, parfois très revendicatrice ou très féministe, peut être sentie comme agressive pour les hommes aussi. Il y a un manque d'égard parfois qui peut être ressenti par les hommes. Il peut y avoir aussi ce type d'égard, qui est peut-être un vernis, etc., que les hommes s'efforcent d'avoir à l'égard des femmes, les femmes pourraient-elles aussi l'avoir à l'égard des hommes? C'est pour ça que je trouve que le XVIIe siècle est fascinant, parce que justement, en fait, si vous lisez des récits du XVIIe siècle, que ce soit les romans de Scudéry, les contes de fées de Madame de Murat, de Madame d'Aulnoy, en fait, les initiatives amoureuses ou galantes, c'est-à-dire soit des initiatives qui peuvent mener vers l'amour, soit des initiatives qui sont de l'ordre de la conversation galante, c'est-à-dire de la conversation qui a trait aux choses amoureuses, peuvent tout à fait partir des femmes, en fait. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que, à l'origine, la galanterie, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la mixité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent prendre l'initiative. Mais encore aujourd'hui, si vous voulez, il y a des hommes qui peuvent être totalement décontenancés si une femme prend gentiment l'initiative. Ou je sais qu'en tout cas aux États-Unis, c'est de plus en plus le cas que les femmes prennent les initiatives, mais vouloir complexifier la galanterie et renouer avec ce qu'elle fut au XVIIe siècle, c'est accepter que certaines femmes puissent prendre l'initiative des échanges amoureux. Non? Oui, mais pourquoi pas? Voilà. Donc, mais encore faut-il ne pas se sentir dépossédé, offusqué ou mis à mal. Vous savez ce qui est très intéressant? si on regarde certaines scènes de sexe dans les récits du XVIIe siècle, par exemple, je prends ce conte de fées parce que je le trouve absolument incroyable. Il s'appelle Chatte blanche de Madame d'Aulnoy. C'est un conte de fées et c'est une jeune fille qui a été transformée en chatte avec toutes les connotations sexuelles qui existent déjà à l'époque, et un jeune prince qui tombe amoureux d'elle et qui va la courtiser pendant plusieurs années. Et elle va éluder, elle va vraiment l'aider à reconquérir un royaume. Et au fur et à mesure de leurs entretiens, il lui pose des questions, elle décide de jamais répondre. Et un jour, elle dit, écoute, je vais te raconter toute ma vie, mais pour ce faire, à un moment donné, il va falloir que tu me pénètres avec ton épée et que tu me coupes la queue. Voilà. Et donc, en gros, elle lui explique en quoi faire de son corps. Et lui est totalement saisi de panique. Si vous regardez La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, c'est pareil, au moment où ils vont coucher ensemble, parce que tous les soirs, la Bête demande à la Belle, voulez-vous coucher avec moi? Quand celle-ci accepte et qu'ils couchent ensemble, la Bête s'endort immédiatement et ronfle. Et après, la Belle lui dit, mais pourquoi t'as rien fait, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ces récits, c'est de montrer que finalement, cette virilité qui doit être toujours on the go, voilà, c'est aussi compliqué pour un homme d'être toujours dans la performance, dans l'exigence de résultats, et qu'il y a une fragilité aussi des hommes et que les femmes sont tout à fait prêtes à l'accepter. Donc, la renégociation des rapports amoureux, elle est envisagée au XVIIe siècle et donc elle est encore actuelle, et je ne pense pas qu'il y ait d'obstacles aujourd'hui, au contraire. Merci Jennifer Thamas d'être venue nous parler de la galanterie au micro de Pilpoul. Je rappelle le titre de votre livre, Peut-on encore être galant, aux éditions du Seuil. Merci Jennifer. Merci beaucoup. C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.